Mesdames et messieurs, je vous propose qu'on commence cette réunion décentralisée à Vaugneray comme le veut la tradition. D'abord, merci, Monsieur le maire, de nous recevoir dans cette belle salle des fêtes modifiée, arrangée, repeinte, réallongée. Vous allez nous expliquer tout ça. Vous avez attendu pour faire cette séance décentralisée que votre salle des fêtes soit finie, vous avez bien fait. Madame Goua nous dira peut-être certainement un petit mot sur le canton, j'imagine, et puis nous pourrons commencer notre séance. Je voudrais saluer la présence de tous les maires qui sont ici, les présidents d'interco, et puis, parce que nous sommes sur deux intercos trois intercos sur ce canton. Excusez l'absence des représentants de l'État, quelle que soit leur qualité, ils sont en période de réserve. D'habitude, on a au moins les gendarmes, les responsables des collèges, et puis tous ceux qui veulent venir avec leurs titres et grades différents, mais la période de réserve leur impose. Alors, je ne savais pas qu'être présent dans une salle, ça allait influencer une des 34 listes des européennes, mais c'est comme ça, il faut s'y coller. Monsieur le maire de Vaugneray, cher Daniel, je te laisse la parole, ou à ta place ou au micro, mais c'est peut-être mieux que tu sois au micro pour nous parler de ta commune. Eh bien, Monsieur le Président, mes chers collègues, je suis heureux de vous accueillir ici à Vaugneray. Messieurs les présidents d'intercommunalité, Mesdames, Messieurs les maires des communes du canton et puis de la communauté de communes, Monsieur le trésorier payeur général, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service, bienvenue donc dans cette... Il y a du sabotage. Non, il est départemental. Donc, bienvenue dans cette salle, comme le disait le président, qui a été rénovée, d'ailleurs grâce au financement du département, à hauteur de 150 000 €. Donc, nous l'avons inaugurée le 10 novembre. Et donc, effectivement, elle donne la possibilité de vous recevoir dans de meilleures conditions, puisqu'on l'a agrandie de 80 mètres carrés environ. Et donc, ça donne la possibilité d'accueillir des manifestations un peu plus importantes que par le passé. Et on a tous en tête, les élus de Vaugneray qui sont ici, ont tous en tête la journée du 11 novembre où cette salle était comble et on a dû accueillir à peu près 800 à 900 personnes ce jour-là. Rapidement, je voudrais vous présenter la commune. Donc, la commune de Vaugneray est une commune nouvelle depuis le 1er janvier 2015, puisque nous avons fusionné avec Saint-Laurent-de-Vaulx à cette date-là. Et je salue Raymond Mazura, le maire délégué de Saint-Laurent-de-Vaulx. Vaugneray, historiquement, a toujours été un canton. Donc, aujourd'hui, ça peut paraître bizarre, mais il faut savoir que jusqu'en 1983, Vaugneray était chef-lieu de canton des communes, par exemple, comme Tassin ou Francheville. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un peu détaché de ces communes-là. Et jusqu'en 2015, donc, Craponne, Charbonnières, etc., faisaient partie du canton de Vaugneray. La commune a un caractère rural, puisque sur les 6000 habitants sont répartis sur 2500 hectares à peu près. Et donc, nous avons sur notre territoire encore 31 exploitations, dont de nombreux GAEX, ce qui fait qu'on a entre 45 et 50 actifs dans l'agriculture sur la commune. C'est une commune avec un relief très chahuté, puisqu'elle s'étage de 280 mètres d'altitude jusqu'à 810 mètres. Donc, vous voyez que ce n'est pas la plaine chez nous. Et je vois le maire de Genasse qui apprécie ce trait de caractère du relief, puisque l'Est lyonnais n'a pas cette difficulté ou cette chance, je ne sais pas. Donc le territoire est bien sûr fait partie des périmètres des espaces naturels et agricoles périurbains. Et le département, à ce titre, est l'animateur de ces périmètres. Et donc, c'est par ce moyen-là aussi qu'on défend l'agriculture. Au point de vue activité, le principal employeur sur notre commune est la clinique de Vaugneray, avec 300 lits. On peut aussi citer l'autre maison de retraite, les Émeraudes.
Et puis, nous avons une multitude de petites entreprises, puisque c'est un total de 400 à peu près d'entreprises de tout type qui sont répertoriées sur la commune. Le côté culturel sur notre commune est assuré, bien sûr, par le théâtre Le Griffon et par le cinéma. Ces deux entités sont animées par des associations, puisque, comme dans chaque commune, la partie associative est très importante, puisque nous comportons à peu près 70 associations, avec comme principale association l'association sportive Lussol, qu'on partage avec Brenda, que Christiane connaît bien, et qui comprend, elle, 2200 adhérents. Et puis, bien sûr, la MJC, etc. Sur le plan organisation générale, il faut savoir que notre commune est bien sûr, comme plusieurs autres sur notre secteur, est soumise à l'article 55 de la loi SRU, c'est-à-dire qu'elle a l'obligation de créer 25% de logements sociaux d'ici 2025. Quand on regarde notre disposition avec pratiquement un tiers des logements qui se situent dans les hameaux, on s'aperçoit que c'est une difficulté importante pour nous de pouvoir réaliser ces 25% de logements sociaux dans la partie urbanisée. Et il faut dire que ce sujet-là nous occupe beaucoup. Mais bon, on essaye de faire face à cette obligation. Il y a un point aussi, et j'en profite que Daniel Valero soit là, c'est que nous sommes impatients de pouvoir accueillir la fibre, puisque, vu le relief, on a des distances qui font que aujourd'hui tous les foyers ne sont pas éligibles à Internet. C'est quand même incroyable à notre époque, mais c'est pour ça que la fibre, je pense, va résoudre ce problème, et ça sera très très apprécié. Et puis je dois aussi signaler que la commune comporte le siège de la communauté de communes, donc qui est sur un point un peu central de la communauté de communes, et avec un projet qui a démarré maintenant et qui est la création de la salle de spectacle de la communauté de communes. Donc les travaux ont commencé et on va pouvoir avoir une salle de spectacle à terme qui puisse accueillir 1200 personnes assises ou 1400 debout. Donc ça sera un élément important de l'animation culturelle de notre secteur, et puis peut-être même d'une grande partie du département, puisque à cette jauge-là, il n'y aura peut-être pas beaucoup de salles sur le reste du département. Et puis enfin, pour terminer, je veux vous signaler un événement qui est un peu extraordinaire, c'est qu'on va recevoir le 28 mai le chef amazonien Rouhani, qui fait le tour des capitales en Europe pour défendre la forêt amazonienne et qui va s'arrêter à Vaugneray le 28 à 20h et qui va venir animer une conférence portée par une association. Voilà, en tous les cas, merci à tous et puis bonne séance. Merci, monsieur le maire. On va peut-être laisser la parole à madame Goua qui va nous parler de la capitale européenne de Vaugneray. Enfin, plutôt du canton, madame. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre beau canton de Vaugneray, borné d'un côté par la métropole de Lyon et de l'autre par le département de la Loire, avec des altitudes allant de 280 mètres à 934 mètres au Signal à Saint-André-la-Côte. Saint-André-la-Côte où nous étions hier avec Daniel pour la remise des prix de la classe lauréate du concours Ta classe en colo. 18 communes, près de 32 000 habitants, 3 communautés de communes, la Copamo, la CCVL, la CCMDL, un canton rural avec une forte activité agricole et de belles zones artisanales. 3 collèges, 2 MDR, 7 casernes, 2 gendarmeries, des maisons de retraite, 2 hôpitaux, un centre médical et j'en oublie certainement. Nous hébergeons également sur ce canton une partie des archives départementales à Saint-Symphorien-sur-Coise,
Un canton dynamique avec de belles manifestations sportives. La semaine dernière, nous étions au Trail des Coursières où ils ont accueilli plus de 1500 participants. Beaucoup de sentiers de randonnée et de VTT. Récemment, le Tour des Monts du Lyonnais qui a été balisé. De nombreuses manifestations culturelles, dont celle qui est la plus connue, le festival Intervalle. Un tissu social vivant, de nombreuses associations qui permettent à chacun de trouver sa place. Bienvenue sur notre canton et bonne séance à tous. Pour finir peut-être l'explication géographique, c'est un canton qui a été coupé sur 3 anciens cantons, canton de Bornand d'origine, je crois le canton de Vouneuil et le canton de Saint-Symphorien-sur-Coise. Je voudrais remercier et dire aux agents du département qui sont ici, leur dire que toute la collaboration qu'ils ont avec les élus est une collaboration au quotidien et que ce département ne fonctionnerait pas comme toutes les collectivités sans ses agents. Le département sur ce canton a une maison du Rhône qui est à quelques mètres d'ici, dans la même rue, un centre technique dont pour la plupart d'entre vous, vous êtes passés devant, un centre technique encore à la Rajas et un centre technique à Saint-Martin-en-Haut, et surtout 2 plots importants à Saint-Symphorien-sur-Coise, une partie des archives départementales, mais qui ne sont pas toutes les nôtres, qui sont une partie celles du ministère de la Justice et celles du ministère de l'Éducation nationale, qui sont stockées pour le compte de ces 2 ministères à Saint-Symphorien-sur-Coise, et une MDR importante qui refait du déploiement sur du travail dans cette maison du Rhône. Voilà, mesdames et messieurs, je vais laisser la parole à Renaud Pfeffer pour faire l'appel afin que nous puissions démarrer cette séance publique. Merci, Président. Madame Christiane Agara, Madame Pascal Bay, Madame Muriel Blanc, Monsieur Jean-Jacques Brun, Monsieur Richard Chermette, Madame Colette Darphin, Monsieur Antoine Dupéret, Madame Sylvie Épinat, Monsieur Bernard Fialer, Monsieur Didier Fournel. Evelyne Geoffrey est excusée et a donné pouvoir à Bernard Fialer. Madame Claude Goy, Madame Christiane Guicher, Président, Monsieur Daniel Julien, Madame Christiane Jury. Annick Guinaud est excusée et a donné pouvoir à Colette Darphin. Madame Sheila McCarron, Monsieur Bruno Pélachon, Monsieur Daniel Pomeray, Madame Martine Publier, Monsieur Thomas Ravier, Madame Mireille Simian, Monsieur Michel Thien et Monsieur Daniel Valero. Merci. Le quorum est atteint. La séance est ouverte et nous passons au rapport de la Commission Éducation, Culture et Tourisme. Tablette 1.1, pour ceux qui sont encore dans la version papier, comme nos amis journalistes, c'est le fascicule 1. Et c'est Madame Guicher qui va nous parler de Claveyzol et de l'internat de Claveyzol. Madame la vice-présidente, vous avez la parole. Merci Président, chers collègues. En effet, il s'agit du renouvellement pour l'année scolaire 2019-2020 du soutien financier du département au fonctionnement de l'internat de Claveyzol qui est géré par l'association Les Clés du Soleil. L'incidence financière de ce rapport s'élève à 150 000 €. À partir de 2015, même si il est important de le souligner, la grande majorité des enfants internes est originaire de la métropole de Lyon, le département a poursuivi sa contribution seul pour un montant de 150 000 €, comme je viens de vous le dire. Pour l'avenir, la métropole sera sollicitée. Pour l'année scolaire 2018-2019, je rappelle que ce sont 68 enfants qui sont accueillis dans l'établissement, soit 57 collégiens et 11 primaires, dont 20 enfants originaires du département et 37 de la métropole. Bien sûr, quand je parle du nombre d'enfants, ce sont bien la strate collège qui correspond à la délégation département. Alors, je vais parler sous le contrôle de la vice-présidente, mais surtout des 2 conseillers départementaux du canton. C'est un internat tout à fait particulier qui est nécessaire pour les enfants qui sont dedans. C'est un internat où les enfants sont pris en charge quasiment d'une façon individuelle. Ce que moi je souhaiterais pour l'avenir, c'est qu'on ait avec la métropole une vraie vision financière. Je l'avais déjà demandé, la métropole s'y est soustrait, on a plus d'enfants de la métropole que d'enfants du département du Rhône. La métropole, elle ne peut pas se comporter comme elle se comporte avec nous sur les enfants de la Zoé, notamment la partie de Bron.
et se comporter d'une façon comme celle-ci sur ce lien. Donc, soit on est dans un vrai partenariat, soit l'année prochaine, il faudra revoir les conditions d'acceptation des enfants de la métropole. Voilà. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce dossier? Si pas d'intervention, je le mets au vote. Pas d'abstention, pas de vote contre, est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Et c'est toujours Madame Guichert qui a la parole sur la restauration scolaire. Page 11 pour les journalistes. En effet, ce rapport, dont l'incidence financière est de 20 000 €, propose le renouvellement pour l'année scolaire 2019-2020 de diverses conventions en lien avec la restauration scolaire. Soit 3 conventions d'hébergement pour l'accueil au service de restauration de 2 collèges, des élèves et personnels de l'école publique et de proximité, plus 2 conventions de restauration pour la fourniture de repas par un collège à 6 écoles primaires et un centre social. Plus précisément, donc 3 restaurants scolaires de collège, François Brossette à Cours, Mont-Saint-Rigaud-Montsol et la Platière à Thizy-les-Bourgs. Je vous demande aussi de prendre en compte, bien sûr, et vous l'avez vu, le correctif qui intègre la suppression de l'école Jeanne d'Arc à Thizy. Cette école a fermé et s'est regroupée sur un autre secteur. Ensuite, donc, nous accueillons les élèves des écoles maternelles et élémentaires des communes de proximité ainsi que leur accompagnement, ou préparons des repas pour des jeunes qui participent aux activités du centre social, entre autres de Thizy-les-Bourgs, ou pour certaines écoles maternelles aussi et primaires de Thizy. Concernant les tarifs, dans le cadre de ces différentes conventions, ils sont réévalués annuellement depuis 2017 pour tendre vers le tarif unique de référence adopté en 2019 à hauteur de 4,57 €. Les tarifs pour la commune de Cours proposés, c'est 4,50 €. Précédemment, ils étaient à 4 €. La commune de Degraunes à 4,57 € pour 4,50 € et Thizy 4,50 € pour 4 €. Ensuite, nous avons une convention relative à l'accueil des élèves du collège Le Petit Pont au restaurant scolaire de la commune de Saint-Martin-en-Haut. Ici, nous sommes à l'inverse, c'est-à-dire que nous passons une convention tripartite département-commune avec Saint-Martin pour le collège Le Petit Pont, qui précise les modalités d'accueil des élèves et des personnes de ce collège au service de restauration de la commune. Il est donc proposé d'adopter une nouvelle convention pour cette rentrée 2019 pour une durée de 3 ans. Le tarif des repas facturés au collège a été fixé à 4,96 € pour les élèves et toujours les assistants aussi d'éducation, contre 4,90 € et 6,89 € pour les adultes contre 6,80 €. Ce tarif pourra être révisé, il est bien précisé, chaque année et pour la première fois à compter de l'année 2020-2021 par application d'une formule indexée qui est précisée dans la Convention. Pour finir ce rapport, donc, nous avons la reconduction du dispositif de l'approvisionnement local dans les collèges en régie, cette fameuse convention circuit court. Afin d'inciter l'approvisionnement local, donc le département a une volonté forte d'apporter aux collèges en régie aussi qui s'engage à intégrer un repas local par semaine, une aide financière à hauteur maximum de 0,40 € par élève et par repas. Cet engagement est formalisé donc par voie de convention. Pour cette année scolaire 2018-2019, ce sont 6 collèges qui fonctionnant avec une restauration en régie qui ont signé cette convention. Actuellement, ce dispositif représente une dépense annuelle de 20 000 €. Les 18 collèges, c'est important aussi de le préciser, qui sont avec une restauration en DSP, délégation de service public, sont également impliqués dans une démarche d'approvisionnement local en application des contrats conclus avec les prestataires. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce dossier? Vous savez que le dossier cantine est quelque chose d'important. Sur les 51 collèges pour lesquels on est en partenariat, ou privé ou public, c'est la partie restauration et quelque chose qui nous préoccupe au quotidien avec vérification systématique des cantines et des produits. C'est marrant parce que l'histoire
ramène toujours au lieu de départ, c'est les circuits courts et de faire travailler, je dirais, les acteurs locaux. Et parti de ce canton à l'époque, pour les plus anciens se rappellent, c'est le collège du Petit Pont qui avait, avec Saint-Martin-Haut, instauré cette vision d'aller chercher dans la proximité. On savait tous très bien à l'époque que ça coûterait plus cher, mais on s'était tous dit que ça, je dirais, le bien manger, pardonnez-moi cette expression, n'avait pas de prix. On a fait à l'époque avec le maire de Saint-Martin-Haut, que je salue encore, et merci d'avoir eu cette vision d'un partenariat collège et des autres écoles sur cette commune. Et depuis, ça a prospéré dans le département. Et moi, je tiens à dire que c'est pas parce qu'on est en cantine, je dirais, donné au privé que l'alimentation est moins bonne ou meilleure. Je crois qu'il y a un suivi au quotidien de ce qui se passe dans nos cantines et que c'est important. On essaye avec Madame la vice-présidente d'aller déjeuner de plus en plus, ou très souvent quand on le peut, dans les cantines. Et à chaque fois, c'est un moment intéressant parce qu'on partage avec les profs et surtout les élèves et on vérifie la qualité. Mais on a aussi des agents qui sont aussi formés à ce genre de choses et qui vont sur les cantines pour vérifier ce que nos petites têtes blondes ingurgitent. Voilà. Et leur expliquer que parfois c'est mieux de manger à la cantine qu'au McDo. Donc, Dieu nous garde, il n'y en a pas dans toutes les communes. Pas d'intervention, je mets le rapport au vote, pas d'abstention, il est à voter à l'unanimité. Et c'est Martine Pubillet qui prend la parole sur le dossier culture. Merci, Monsieur le Président. Ce rapport a pour objet de proposer le renouvellement du partenariat avec l'Association des rescapés de Montluc au titre du devoir de mémoire et un soutien financier au vu de l'action menée par cette association en direction des Rodaniens et notamment des collégiens. Et puis le deuxième point, c'est de présenter le dispositif culture-éducation qui est collège au cinéma pour la saison 2019-2020. L'incidence financière totale de ce rapport s'élève à 13 710 €. La prison militaire de Montluc est dans le Lyon 3e. Prison militaire du régime de Vichy de 1940 à 1943. Elle est réquisitionnée par l'occupant nazi de janvier 1943 à août 1944. Et pour toute la région, c'est la porte d'entrée vers la déportation et les exécutions. Près de 100 000 hommes, femmes, enfants, dont les enfants d'Isieux, passeront par ce lieu de déportation. À partir de 1947 et jusqu'en 2009, cette prison est devenue une maison d'arrêt pour femmes. 2010, le Mémorial national ouvre ses portes avec pour objectif de rendre hommage aux résistants et aux victimes. C'est un lieu de cérémonie et de recueillement, mais c'est surtout un lieu de transmission de la mémoire où sont organisées des actions pédagogiques à destination des jeunes publics. Depuis, le site ne cesse d'attirer toujours plus de visiteurs, lui permettant ainsi de s'insérer de manière légitime et complémentaire dans le réseau des lieux de mémoire régionaux, aux côtés du Centre d'histoire et de résistance et de la déportation de Lyon, du mémorial Jean Moulin de Caluire ou encore de la Maison d'Isieux, mémorial des enfants juifs exterminés. Ces actions de sensibilisation en direction des collégiens participent au travail de mémoire et de l'éducation à la citoyenneté. L'association propose depuis 2016 des parcours pédagogiques à des classes de 3e et a créé un prix de l'Association des rescapés de Montluc pour valoriser leur rédaction et de restitution. La politique volontariste du département en matière de soutien aux associations mémorielles et combattantes et de devoir de mémoire nous a mené à un engagement dans une démarche du parcours de travail de mémoire, en particulier pour les scolaires. Considérant la contribution importante de cette association et son adéquation avec la politique et les objectifs du département, il est proposé de bien vouloir renouveler notre partenariat avec l'Association des rescapés de Montluc et d'accorder à l'association une subvention à hauteur de 1 500 € au titre de 2019. L'autre point de ce rapport, le dispositif collège au cinéma pour 2019-2020. Le département du Rhône participe à cette action pédagogique d'envergure nationale qui permet de réaliser un véritable parcours de découverte et d'initiation au 7e art. Cette action concourt également à la réalisation des objectifs du schéma départemental d'éducation culturelle et d'enseignement artistique. Dans le cadre de ce dispositif, le département prend en charge le frais des places de cinéma à hauteur de 7,50 € par élève pour les 3 séances de cinéma, soit un tarif unitaire de 2,50 €. Pour l'année scolaire 2019-2020,
18 collèges souhaitent bénéficier de ce dispositif et ont rempli dans les délais les modalités d'inscription. 1628 collégiens pourront ainsi participer à ce dispositif pour une enveloppe globale de 12 210 €. La liste des collèges concernés sur la base de cette enveloppe est annexée au rapport. Merci Madame la Vice-Présidente. Il y a peut-être des interventions. S'il n'y a pas d'intervention, ce que je voudrais rappeler, c'est que sur le collège de Val-d'Ardière qui avait déposé en retard son dossier, nous l'avons rattrapé pour 195 €. Monsieur le maire de Belleville, ce qui fait que votre canton vous rajouterez ces 195 € aux 34 millions qu'on a déjà donnés sur votre territoire et vous pourrez dire que votre territoire est toujours le territoire le mieux traité du département du Rhône. Voilà, je mets donc le rapport au vote. Mais elles sont à l'aune des choix des élus. Toujours. Monsieur le conseiller départemental. Vous, c'est le mieux traité dans la politique, monsieur. Voilà. Alors, je mets donc le rapport avec ces deux interventions pertinentes au vote. Pas d'abstention, il est adopté à l'unanimité et je vous en remercie. Et c'est Madame Bay qui va nous parler de sport, j'imagine. Subvention aux manifestations sportives et soutien à une section sportive. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, ce rapport concerne plusieurs demandes de subventions pour des manifestations sportives. Tout d'abord, le RAID Rhône Nature Collège, qui est organisé par l'Union nationale du sport scolaire du Rhône, qui se déroulera au lac du Bordelans à Villefranche le 5 juin 2019. Cette rencontre sportive, à l'initiative du département, est une première édition sous cette appellation. Anciennement, on parlait des Jeux des collèges. Cette journée permettra aux collégiens de découvrir les sports de pleine nature et sera ouverte à tous les collèges du Rhône, qu'ils soient publics ou privés, et environ 400 collégiens sont attendus. Le budget est de 15 500 € et nous vous proposons d'attribuer une subvention de 6 000 €. Ensuite, nous aurons la 32e édition du meeting international de 400 mètres haies. Il se tiendra au complexe sportif Léon Masson à Tarare le 15 juin. L'association 4H Tarare organise cette compétition d'athlétisme de niveau national et international. C'est la plus importante manifestation française dans la catégorie course de haies. Les meilleurs athlètes nationaux sont attendus. Le budget est de 11 700 € et il vous est proposé d'attribuer une subvention de 1 500 €. Le 28e tour du Beaujolais cycliste. Il se tiendra dans le Beaujolais les 15 et 16 juin. Cette compétition de haut niveau national est la seule course par étape dans le département du Rhône. 21 équipes provenant de toute la France et d'Europe seront au départ des 315 km de course en 3 étapes. Ce spectacle gratuit, traversant 46 communes, est toujours un grand succès populaire. La qualité des routes départementales, qui seront utilisées aussi bien pour les 1200 km de boucle cyclotouristique du Rhône que pour le Tour de France, nous assure un spectacle sportif de qualité. Les retombées économiques seront importantes puisque les 21 équipes, c'est-à-dire 126 coureurs, 63 membres de l'organisation et les 12 juges officiels seront logés dans des hébergements de proximité pendant 2 ou 3 jours. Le budget est de 74 500 et nous vous proposons d'attribuer une subvention de 5 000 €. Ensuite, une nouveauté, la Walk-and-Be, ou plus exactement en français, la marche nordique en Beaujolais. Elle se tiendra à Saint-Étienne-les-Olières les 22 et 23 juin. Je vous rappelle que la marche nordique est une marche dynamique avec bâton, donc en pleine nature. Cette manifestation, qui est une première dans le département, est portée par Annette Sergent. Annette Sergent, je vous rappelle que c'est la double championne du monde de cross. Et cette manifestation s'inscrit dans le développement des sports nature et des sports santé, impulsés par notre département. Le budget est de 30 000 € et on vous propose une subvention donc de 3 000 € pour cette manifestation. Ensuite, nous avons une demande de subvention pour une manifestation sportive sport et handicap. C'est ce qu'on appelle les Jeux Handi Collège, qui sont encore organisés par l'UNSS. Donc, ils se tiendront le 25 septembre à Brignais.
J'insiste sur le fait que nous changeons de site chaque année pour sensibiliser le plus grand nombre de collégiens. Cette journée de sensibilisation autour du handicap, initiée naturellement par le département, est destinée à l'ensemble des collégiens du département. 240 collégiens sont attendus et vont découvrir des sports tels que le basket fauteuil, le foot béquille, l'athlétisme fauteuil ou encore le cécifoot. Le budget est de 2 500 € et nous vous proposons d'attribuer une subvention de 2 500 €. Et enfin, la dernière demande est une demande de création d'une section sportive de foot. Cette demande concerne le collège Champagnat, qui est le collège privé de Saint-Symphorien-sur-Coise. Le collège a signé une convention avec le club sportif Les Hauts-Lyonnais pour 17 élèves. Et on vous propose donc d'attribuer une subvention à hauteur de 1 000 €. L'impact financier de ce rapport est de 19 000 €. Mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir délibérer sur ce rapport. Si, pas d'intervention, Madame Magara, je vous en prie. Micro, hein, voilà. Tac. Non. Ah voilà, pardon. Oui, une demande de précision, ce qui concerne la manifestation Jeux en 10 collèges. Dans nos rapports, nous avons la date du 12 juin. Et sauf erreur, vous avez indiqué, Madame B, au mois de septembre, la manifestation. La date, c'est vrai qu'en commission, je vous avais proposé au mois de juin, et pour des raisons d'organisation, ils ont préféré faire cette manifestation le 25 septembre. On a eu un dossier correctif. Avant de passer au vote, peut-être rappeler qu'il y a un événement important dans ce département qui est le 13 juillet, qui touche ce canton. C'est le passage du Tour de France, qui implique lourdement le département, avec plusieurs cantons impactés, ceux du Beaujolais, bien sûr, le canton de Tarare. Et je remercie encore le maire de Tarare d'avoir permis à ce que le département puisse faire son plot d'accueil départemental avec une conjugaison des moyens du département et de la ville, bien sûr. Ce canton sera impacté aussi, mesdames et messieurs les conseillers départementaux du canton, pour, je crois, aussi un autre moment important sur la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise, mais à la main d'une structure privée. C'est quelque chose d'important pour le département, en plus de l'aspect touristique, mais c'est aussi pour nous plus d'une centaine d'agents qui seront mobilisés. C'est un coût qu'il a fallu rajouter, je dirais, sur la partie route, le canon. Mais voilà, c'est aussi un bel événement sportif. On connaît à Vaugneray, on l'a déjà eu, donc il n'y a pas de raison, il faut partager avec les autres. Et le Tour de France a choisi de passer dans le Rhône, on les accueille avec beaucoup de plaisir. Quelque chose, on a 0,6% de structures routières à refaire, agréées par une commission extérieure du département et du Tour de France, qui est une petite voirie qui va de Saint-Symphorien-sur-Coise à Coise, toujours dans ce canton, qui sera refaite, alors qui avait été prévue d'être refaite par le département, mais qui sera donc anticipée, monsieur le vice-président en route, et qui sera fait dans les prochains jours pour permettre à nos sportifs d'évoluer dans de bonnes conditions. Donc je mets donc le rapport au vote, pas d'intervention, il est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Et c'est toujours Madame Bay qui nous parle de sport, l'opération Rhône Vacances, qui implique beaucoup ce canton. Merci, Président. Chers collègues, ce rapport que je vais vous présenter présente l'opération Rhône Vacances 2019 qui se déroulera du 8 au 26 juillet. Je vous rappelle que Rhône Vacances est un dispositif à destination des jeunes qui permet de mieux faire connaître certains sports ou encore de faire découvrir le sport à un jeune public ne bénéficiant pas d'activité pendant les vacances d'été. Tous les encadrants de Rhône Vacances sont des éducateurs sportifs diplômés. Les animations sont proposées sur l'ensemble du département, en collaboration avec les communes, les clubs, les comités sportifs, ainsi que pour certaines activités avec la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. En 2018, c'est plus de 5800 jeunes, très majoritairement du Rhône, qui ont bénéficié du dispositif. Pour 2019, nous vous proposons alors différents sites, donc le parc communal de Chaponnet, où vous aurez l'activité rugby à 13, tir à l'arc, boxe américaine, le site d'escalade Lionel Daudet à Pau-Lyonnais, avec 2 animations, l'escalade et le parcours d'orientation, qui permet ainsi de faire découvrir les chemins de randonnée de notre PDIPR. Ensuite, sur la commune de Saint-Martin-en-Haut, on aura les activités basket et boxe américaine. Au lac des Sapins,
La boxe éducative, l'escrime, le roller, le VTT, le rugby à 15, avec une nouveauté cette année, la pratique du skateboard qui viendra en complément du roller. L'animation itinérante basket se tiendra dans les centres de loisirs de Belleville, de Cublis, de Pommiers, de Tarare, de Pau-Lyonnais, de Saint-Martin-en-Haut et de Vourles. Les activités sportives réalisées sur les bases de loisirs de Cublis, de Saint-Pierre-de-Bœuf seront maintenues. Pour permettre à ces animations de se dérouler dans de bonnes conditions, il est proposé d'allouer une subvention de 38 440 €. Vous avez le détail dans les tableaux qui sont joints en annexe. Cette participation financière couvre en partie les frais d'encadrement, les achats de petits matériels et les transports. Mais cette subvention permet surtout la gratuité ou encore de réduire les coûts pour les activités proposées. Tous les détails de ces activités sont dans le rapport. Mesdames et messieurs, vous êtes invités à bien vouloir délibérer sur ces différentes propositions. Est-ce qu'il y a des interventions? Peut-être pour mémoire, c'était une manifestation qui se passait historiquement essentiellement et que au lac des Sapins et qu'on a voulu faire en sorte qu'elle soit sur l'ensemble du territoire, le nord, le sud. Je voudrais remercier encore les maires qui ont accepté, surtout les présidents de Comcom, qui ont accepté qu'on puisse utiliser leurs infrastructures, les deux dernières étant celle de Pau-Lyonnais pour le mur d'escalade et puis Saint-Martin-en-Haut qui nous accueille aussi pour une partie sur ces territoires. C'est plutôt des enfants défavorisés qui profitent de ce souhait du département de leur offrir quelques jours. Là aussi, on a aussi beaucoup de jeunes de la métropole, mais voilà, ça fait partie de ce qu'on offre pour que ces enfants aient une période d'été plus sympathique. Donc, s'il n'y a pas de vote contre, pas d'abstention, ce rapport est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et c'est Madame Publier qui fait le rapport suivant. Culture. Merci, Monsieur le Président. Ce rapport présente le dispositif des aides financières qu'il est proposé d'attribuer aux structures d'enseignement artistique et aux ensembles musicaux, la contribution aux opérations extérieures ainsi que les subventions au réseau d'enseignement artistique. Ce rapport a deux plots, un plot fonctionnement avec 4 points et un plot investissement. Le Conseil départemental a adopté par délibération du 2 février 2018 le schéma d'éducation culturelle et d'enseignement artistique pour 2018-2020. Ce schéma a pour principal objectif de contribuer à renforcer et consolider l'accès aux arts et à la culture pour tous les Rhodaniens tout au long de leur vie. Nous l'avons démontré lors de notre vote précédent en 2018, puisque nous avons accordé plus 12% de subventions aux écoles de musique du territoire. Premier dispositif, le dispositif d'aide financière au fonctionnement pour un montant de 876 300 €. Il concerne les structures d'enseignement artistique du département, écoles de musique et conservatoires. La modalité d'attribution tient compte de nos contraintes budgétaires, des objectifs fixés en matière d'enseignement artistique et d'éducation musicale, des réalités territoriales de chaque structure d'enseignement artistique et à leur fonctionnement. Nous avons changé les critères, à partir de 2016, les critères d'attribution de ces aides aux écoles de musique, estimant dans un souci d'équité que nous allions arriver l'année prochaine à aider chaque personne qui apprend la musique en groupe et chaque personne âgée de moins de 18 ans à l'aider à hauteur de 80 €. Cette volonté d'encourager l'apprentissage de la musique se retrouve dans les résultats. 2017, nous avions 7000 personnes que nous aidions sur l'ensemble du territoire. En 2019, nous sommes à 7700 personnes. Plus de 10% de personnes apprennent la musique en groupe sur le territoire et sont soutenues par le département du Rhône. Il est proposé d'approuver les modalités d'aide au fonctionnement à hauteur de 876 750 € en faveur des écoles de musique et du Conservatoire de Villefranche et d'autoriser le président du conseil départemental à signer les conventions cadres correspondantes. Deuxième point, la contribution aux opérations extérieures à hauteur de 4 000 €.
Depuis 2018, le département ne subventionne plus la Confédération musicale de France Rhône Grand Lyon, la CMF. Cette structure, cette confédération musicale avait entre autres deux objectifs: de mettre en place des colonies musicales. Ces colonies musicales sont sur Kublis pendant l'été, du 14 au 20 juillet, on a un premier séjour et on a un deuxième séjour du 18 au 24 août. Ces élèves qui participent à ce stage, nous souhaitons les soutenir à hauteur de 54 € par élève. Nous passerons par les écoles de musique qui vont recentrer toutes ces demandes, sachant que le financement passera par l'école de musique et viendra se soustraire aux 461 € demandés par la CMF pour ces colonies. Troisième point, aide au réseau d'enseignement artistique à hauteur de 12 000 €. La mise en réseau et la mutualisation des ressources des écoles de musique constituent un axe majeur du schéma départemental d'éducation culturelle et d'enseignement artistique. Jusqu'en 2018, l'aide au réseau artistique s'élevait à 4 000 € par réseau, 3 réseaux subventionnés en 2018 pour un montant de 12 000 €. Afin de répondre à la demande croissante de ces réseaux d'enseignement artistique, le bureau pédagogique, réuni le 7 mars 2019, a décidé de redéfinir les modalités d'obtention et les montants de cette aide financière. À savoir, les réseaux d'enseignement artistique candidats à la subvention aide au réseau d'enseignement artistique présentent et argumentent leur aide financière auprès du bureau pédagogique. Les membres du bureau pédagogique donnent leur avis sur cette candidature et selon l'enveloppe disponible définie par le département. La décision est prise en dernier lieu par le département. Il est proposé d'approuver les nouvelles modalités de l'aide au réseau pour une enveloppe de 12 000 €. Quatrième point dans le fonctionnement, étude sur le regroupement des écoles de musique et gestion administrative et financière des nouvelles structures pour la communauté de communes Saône-Beaujolais à hauteur de 13 250 €. Afin de favoriser la mise en réseau et la mutualisation des ressources au sein des établissements d'enseignement artistique, le département propose une étude sur le regroupement des écoles de musique et leur gestion administrative. Nous commençons par le territoire de la communauté de communes Saône-Beaujolais. Sont concernés les 5 établissements suivants: 6 bémol de Beaujeu, École de musique Francis Poppy à Belleville, la Renémoise à Saint-Georges-de-Renin, l'Écho du Vallon de Propierre, la Note Beaujolaise de Villiers-Morgon. Cette étude est amenée à être dupliquée sur les autres territoires. C'était une expérimentation sur ce territoire et elle sera redéveloppée sur d'autres territoires ou groupes d'écoles de musique volontaires dans le Rhône. Il est proposé d'approuver les nouvelles modalités de cette étude pour une enveloppe globale de 13 250 €. Voilà pour la partie fonctionnement. Pour la partie investissement, le département soutient l'investissement en faveur des écoles de musique pour l'achat des instruments à hauteur de 24 000 €. Des dossiers sont déposés. Une aide plafonnée à 2 000 € par structure est accordée, correspondant à 40% maximum du prix du matériel acheté. Un courrier a été envoyé à toutes les écoles de musique pour dire que cette aide pouvait être cumulable, notamment pour les instruments, pour les fanfares, avec l'aide de la région. Vous êtes invités, mesdames et messieurs, à bien vouloir délibérer sur ce rapport. Est-ce qu'il y a des interventions? Ne pas oublier, madame la vice-présidente, le restant du département. Je vois que, comme d'habitude, le Beaujolais est toujours bien servi et bien desservi et bien abondé. Vous savez qu'ici, on souhaite que les 13 cantons soient traités de la même façon, que ce soit dans les routes, les travaux et surtout dans la culture. C'est ce qui reste dans l'esprit quand on a tout oublié, mais les autres n'oublient pas qu'ils ne sont pas forcément traités comme le Beaujolais est traité. C'est l'histoire de ce département. On va essayer de faire en sorte que même dans la culture, le restant, on a le droit d'être dans la culture à Genasse, ici à Vaugneray, à Saint-Symphorien-sur-Coise, ou chez monsieur le maire de Mornan aussi, qui est... Voilà. Donc je mets le rapport avec ce rajout oratoire au vote. Qui s'abstient, qui vote contre, il est adopté à l'unanimité. Et on change, on passe en commission solidarité. C'est M. Ravier
sur le rapport 2.1, page 5 pour les journalistes. Et vous, monsieur le maire de Villefranche, vous avez la parole. Merci Président, bonjour à tous. Donc, comme vous le savez, la politique du maintien à domicile, notamment pour nos aînés, est une des priorités du département. On avait mené une refondation assez importante l'année dernière, en incluant notamment les structures privées dans nos contrats d'objectifs sur l'ensemble du département, pour avoir un meilleur maillage territorial, pour proposer aussi une équité de prix aux usagers sur l'ensemble du territoire, et pour essayer d'avoir un effet levier sur les propositions qu'on a à faire à nos usagers, puisque déjà aujourd'hui, il peut y avoir certaines carences sur certains territoires, mais on sait qu'avec la cloche démographique qui nous a annoncé, notamment le pic d'ici 2035, on va avoir besoin de renforcer cette filière. Après cette première phase, qui semble-t-il a été satisfaisante, puisqu'on a pu voir dans les derniers rapports d'ailleurs parlementaires que c'est un modèle qui a l'air d'être appelé à se développer, celui qui a été initié sur le département du Rhône au reste de la France, on constate surtout aussi un phénomène de difficulté à recruter dans ces structures, qu'elles soient associatives ou privées, qu'elles soient sur les secteurs ruraux ou urbains. Alors pour plusieurs raisons. Premièrement, la difficulté du métier. Rappelons toujours que le métier d'aide à domicile, c'est celui où il y a le plus d'accidents du travail devant la filière du BTP. Ça vous donne aussi quand même un certain positionnement de la difficulté des gestes et postures à cause d'horaires découpés, à cause d'une grande autonomie nécessaire et des fois une grande solitude aussi pour réaliser ces missions, mais aussi beaucoup parce que ce métier est peu valorisé. On a une image assez défavorable de ces fonctions, souvent par méconnaissance. On n'en voit qu'une partie émergée de l'iceberg et pas toujours toute la qualité des ressources humaines et l'importance de ces missions. Le département, dans ce cadre-là, souhaite pouvoir valoriser cette filière professionnelle et ça passe notamment par la formation. En partenariat avec la CNSA, donc la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie, au niveau national, on propose un certain nombre d'expérimentations depuis quelques mois, et notamment une sur la formation, où on souhaite travailler avec le GRETA du Rhône et avec le GEC, donc le groupement d'employeurs qui aide à la formation, à l'insertion, à la qualification de ces métiers, pour avoir une expérimentation sur une douzaine de personnes qui seraient issues du RSA, donc traitées par le département, avec une formation très ciblée, en immersion dans des structures associatives, donc des SAD du département, pour donner l'image réelle de cette fonction, mais surtout avoir la formation la plus efficace possible. Elle se déroulerait sur 4 mois, serait financée à moitié par la CNSA, l'autre moitié par le département du Rhône. On pourrait ainsi évaluer ce dispositif à la fin de l'année. Et si on arrive d'un côté en puisant dans les ressources des gens qui sont au RSA aujourd'hui, en faisant converger les modes de financement sur la formation et nos besoins sur l'autonomie, à permettre l'insertion par l'emploi sur ces filières où on manque cruellement de main-d'œuvre, ça serait plutôt une bonne chose. Donc une expérimentation qui vous est proposée. Il vous est donc demandé d'autoriser le président à signer les conventions afférentes à ce projet. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce dossier? Si pas d'intervention, je le mets aux voix. Pas d'abstention, pas de vote contre, il est adopté à l'unité. Et je passe la parole à Renaud Pfeffer qui va nous parler des brigades vertes. Oui, merci Monsieur le Président. En fait, ce rapport sur les brigades vertes vient quelque part un peu en écho à celui qui vient de vous être présenté par Thomas Ravier sur la stratégie qu'on porte sur les publics, dits les publics en insertion. Globalement, un tiers du public a besoin d'un accompagnement social fort, qui sont très éloignés de l'emploi, et 2 tiers sont des personnes sur lesquelles l'effort peut porter sur l'insertion par l'activité économique, l'insertion par l'emploi, ce que vient d'expliquer Thomas Ravier notamment sur les métiers en tension, où nous on peut accompagner un certain nombre de filières parce qu'on a un vivier de personnes qui ont envie, pour beaucoup, de retrouver le chemin de l'emploi, mais qu'il faut former, accompagner, et parfois il y a des passages obligatoires. Il y a le passage par des GEC, mais il y a aussi le passage possible par les ateliers chantiers d'insertion. Et nous, on a travaillé, et encore hier soir, on était avec RIE, les brigades vertes RIE à Vienne pour présenter notre politique départementale d'insertion, la situation du RSA, notre stratégie sur le contrôle du RSA. Et là, aujourd'hui, la Convention
vient un petit peu en plus de celle qu'on avait adoptée lors de la dernière séance du 29 mars. Vous savez, RIE s'était retrouvé dans une situation très compliquée, en procédure de redressement judiciaire, et la structure a été reprise par un groupe associatif appelé SOS. Et donc, il faut que cette structure puisse reprendre place sur nos territoires. Alors, hier soir encore, la directrice nous expliquait qu'ils ont plus de mal à recruter qu'à avoir des chantiers. Et le département vient d'attribuer un marché à hauteur de 200 000 euros à cette association. Et c'est l'objet de notre rapport. Quand on avait discuté avec les services de l'État et avec RIE, il y avait une part de subvention fixe à RIE à hauteur de 235 000 euros et une part de subvention variable de 325 000. Il y a 200 000 euros qui seront utilisés dans le marché et 100 000 euros qui pourraient être utilisés, 125 000 euros qui pourraient être utilisés au maximum, 125 000 euros au maximum en cours d'année. Juste rappeler que quand on fait appel à une association d'insertion comme celle-là, on ne commande pas, nous les élus, que ce soit dans nos communes, nos communautés de communes ou au département, on ne commande pas uniquement des travaux. On commande également de l'insertion, et c'est tout l'enjeu de ce partenariat sur lequel on a beaucoup travaillé avec Annick Guinaud, où on essaye vraiment de faire de l'insertion par l'activité économique une marque de fabrique de notre département, qui est un département dynamique, qui est un département relativement riche, qui est un département qui a un taux de chômage inférieur de plus de 3 points à ce qui se passe au niveau national. Et donc, on a les opportunités, à nous de bien travailler. Je crois que c'est le président qui disait hier, il faut faire du cousu humain. Et ben voilà, nous on a décidé de faire du cousu humain, qu'il s'agisse du rapport qu'a présenté Thomas ou de ce qu'on fait avec les ACI. Oui, on le voit bien en ce moment dans les réunions qu'on fait communauté de communes par communauté de communes, qui sont en fait des territoires et qui ne sont pas toujours pile poil sur un canton, parfois même sur plusieurs cantons comme ici. Les difficultés, je dirais, à l'emploi ne sont pas les mêmes, et que si on n'apporte pas parfois le transport pour ces gens qui sont aérieux, ça fonctionne difficilement, et ils sont plutôt tendance à rester, je dirais, sur leur posture. Donc, partenariat RIE est un partenariat historique qui a été remis sur le métier parce que RIE avait des difficultés financières, avec un coût qui était insuffisant. Et hier, la directrice, elle a expliqué que sur chaque chantier, elle perdait 120 euros. Donc, multiplié par le nombre de jours, le nombre de chantiers, ça a été colossal à la sortie. Donc, ils ont compris, ils ont réajusté leur prix, ce qui les met du coup dans une forme de concurrence qui se rapproche parfois du privé. Il faut faire attention. D'où la contribution, je dirais, publique. La métropole aussi est partenaire dans cette affaire-là. Je crois que c'est l'État aussi, c'est l'affaire du tout sur l'insertion ou la réinsertion de ces hommes et de ces femmes qui, sans des modules comme celui-ci, resteraient ou chez eux, ou pas forcément chez eux, ou parfois chez d'autres, parce qu'ils certains n'ont même plus de maison. Voilà, en tout cas, je vous invite à voter ce rapport, chers collègues. Pas d'abstention, pas de vote contre, il est adopté à l'unanimité. D'un mot, puisqu'on est sur la partie solidarité, pour vous dire que hier, avec le préfet de région qui a souhaité se rendre sur Saint-Clément-les-Places pour voir notre site d'accueil des MENA, et on a été accompagné des 2 procureurs de la République, parce qu'on a la chance, ou la malchance, ça dépend, d'être sur 2 tribunaux, Villefranche et Lyon, parfois pour des délits qui sont commis à un endroit où si le jeune et l'autre, on perd parfois du temps parce qu'il faut passer le dossier. Mais toujours est-il qu'ils ont été impressionnés par ce que l'on fait. Je vous rappellerai que Saint-Clément-les-Places, on est en chambre individuelle, on a une augmentation importante. On est à 244, 243, Mireille, c'est ça? On a pris ces derniers jours pas mal de gens. On avance fortement et rapidement sur ce qui avait été souhaité par certains d'entre vous, mais même aussi parfois du public, de la possibilité d'accueillir des MENA à domicile. C'est quelque chose de complexe, c'est quelque chose, je veux dire, des familles d'accueil en sorte. Donc, je pense qu'on sera au point en septembre, on va lancer, je dirais, un regard, on passera une délibération que je vous proposerai en juin,
C'est quelque chose de pas simple, de complexe. Il faut que tout le monde soit conscient que ce sont des jeunes mais à partir du moment où ils sont dans une famille, c'est bien mieux que dans une structure. Je veux dire, ils sont plusieurs, ça les sort, ça les suit. Mais il faut trouver les familles qui sont en capacité de le faire. Le lieu d'accueil est important. Il faut que dans cette famille, l'environnement féminin soit le plus réduit possible, parce que ce sont des jeunes qui sont, je veux dire, parfois un peu excessifs dans beaucoup de choses. Donc il faut limiter, je dirais, les possibilités de s'exprimer hors des sentiers légaux, surtout dans ce genre de choses. Donc voilà, on y travaille, et je voudrais remercier tous les services psychologiques qui y travaillent, et on devrait être opérationnel début septembre. Je suis intimement convaincu que toutes les bonnes âmes qui s'étaient proposées pour accueillir des jeunes MNA chez eux seront bien moins nombreuses à la sortie quand il faudra être au pied du mur, mais toujours est-il que c'est une vraie chance pour ces jeunes qui seront dans des familles d'accueil. Voilà. Nous en passons au rapport de la commission des finances, et c'est Madame Agara sur la tablette 3.1, page 5. Voilà. Oui, merci, Monsieur. Droit à la déconnexion. Pardon. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, mes chers collègues, là, ce rapport est le premier d'une série de 3 que nous allons avoir à examiner et qui auront pour objectif d'améliorer la qualité de la vie au travail de nos agents. Donc, ce premier rapport a pour objet de vous présenter les modalités de mise en œuvre du droit à la déconnexion qui pourrait être mis en place au sein de notre collectivité par le biais d'une charte pour une utilisation raisonnée du numérique professionnel. C'est l'article 55 de la loi du 8 août 2016, dite loi El Khomri, qui impose que la négociation collective prenne en compte les contraintes que font peser sur les salariés les outils numériques qui sont mis à leur disposition par l'employeur, et cette loi instaure ainsi un droit à la déconnexion. L'un de ses objectifs est d'adapter le droit du travail à l'ère du digital pour permettre à un salarié de se couper des outils numériques qui le rendent joignable dans le cadre professionnel. Alors, si dans le secteur privé, ce droit est entré en vigueur le 1er janvier 2017 pour les salariés cadres, il n'existe pas à ce jour d'obligation réglementaire identique pour les agents relevant de la fonction publique. Cependant, dans un souci d'amélioration de la qualité de vie au travail des agents, mais également de maintien de la qualité du service public rendu, le département a pensé qu'il était souhaitable de poser le cadre du droit à la déconnexion dans notre collectivité. Ainsi, une charte pour une utilisation raisonnée du numérique professionnel a été rédigée, permettant de sensibiliser et de former l'ensemble des agents du département aux bonnes pratiques des usages numériques. Cette charte détermine des grands principes. Tout d'abord, le principe de non-connexion durant les congés ou en dehors des horaires de travail. La charte instaure donc un droit à la déconnexion sur une plage horaire de 20h à 7h où il n'y a pas lieu d'envoyer de courriel. En dehors du temps de travail, l'interlocuteur n'est pas tenu de répondre à une sollicitation. Deuxième principe, c'est le choix du canal de communication. Par exemple, on peut se demander si le courriel est la réponse adaptée à la situation en cause. Troisième principe, la définition des interlocuteurs lors de l'envoi d'un courriel. Eh bien, lorsqu'on envoie un courriel, il faut essayer de voir s'il est nécessaire d'envoyer en même temps à 15 destinataires, cibler les destinataires des courriels. Autre principe de cette charte concerne les modalités d'utilisation du téléphone professionnel. Eh bien, la charte recommande de ne pas consulter son téléphone portable lors des réunions pour ne pas détourner l'attention des participants. Personne ne le fait, bien sûr, là, ça ne concerne pas notre enceinte. Et enfin, dernier principe de la charte, l'identification de plages horaires hebdomadaires réservées au temps d'analyse et de préparation des dossiers de fond. Voilà, enfin, la charte rappelle que si la technologie et les outils connectés prennent de plus en plus de place, il est important de veiller à maintenir des relations humaines et des temps d'échange en réunion. Voilà ce qui vous est proposé d'adopter dans ce premier rapport.
Et Madame la vice-présidente, est-ce qu'il y a des interventions? Je ferai un point sur les 3 rapports à la fin, puisqu'on est dans ma délégation là, au personnel. Je voudrais dire que le droit de délégation est quelque chose d'important. Malheureusement, certains agents ne pourront pas le faire, parce qu'on a des agents de permanence 24 heures sur 24 sur des plans sociaux, sur le plan social, sur le plan route. Voilà, j'ai même encore commis hier soir un SMS à un directeur pour lui demander, puisque j'avais besoin de la réponse à 9h du soir, mais il l'a fait, et encore ce week-end sur un emploi. Donc il faudrait que je me l'applique à moi-même, mais parce que souvent les questions sont brûlantes, mais en tout cas, on est dans l'ère du temps, je dirais, on est complètement, je dirais, envahi. Alors, j'ai même certains collègues qui ont 2 portables plus une tablette, donc ça devient quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Même si le département du Rhône est moderne dans ce genre de choses, puisque vous avez tous vos tablettes, et je crois que c'est quelque chose d'important. On ne peut pas vouloir l'exprimer dans les collèges et faire en sorte, si c'est l'ère du temps, sur l'économie de papier, mais on ne fait pas l'économie du temps que certains agents pourraient avoir, eux, pour avoir un peu de répit et de repos. Donc voilà. S'il n'y a pas d'intervention, je mets le rapport aux voix, pas de vote contre, pas d'abstention est voté à l'huissier. Toujours Christiane Aguilera, pour un sujet à peu près similaire dans le personnel. Je vous en prie. Voilà, donc pour toujours améliorer ces conditions de travail, donc il vous est proposé dans ce rapport d'étendre le dispositif actuel d'expérimentation du télétravail. Donc on va essayer de mettre en place cette expérimentation pour une nouvelle année à compter du 1er septembre 2019. Donc il faut signaler que dès décembre 2013, le département du Rhône s'était engagé dans cette voie et avait mis en place une expérimentation de ce mode de travail. Aujourd'hui, la collectivité, donc très soucieuse et pleinement impliquée dans le bien-être de ses agents, souhaite aller encore plus loin dans cette expérimentation en s'engageant dans une nouvelle étape du télétravail avec l'instauration de la possibilité de télétravailler à domicile en complément de la possibilité de télétravail sur tiers site départemental qui faisait l'objet de la première expérimentation. Donc cette expérimentation a pour objet non seulement de contribuer à améliorer le pouvoir d'achat des agents de la collectivité via la réduction des frais afférents au déplacement domicile-travail, mais également de contribuer à l'amélioration de la conciliation vie professionnelle et vie personnelle. Alors comment cette expérimentation va être mise en œuvre ? Tout d'abord, en ce qui concerne le lieu, le télétravailleur sur tiers site exercera ses fonctions dans la Maison du Rhône ou le service central le plus proche de son domicile. Pour le télétravail à domicile, le télétravailleur devra disposer préalablement d'un accès à distance haut débit à Internet, avoir des installations électriques aux normes et disposer pendant ses temps de travail d'un espace au sein de son domicile propice au calme et à la concentration. Comment seront organisées les journées de télétravail ? Afin de concilier l'exercice du télétravail avec les impératifs de fonctionnement des services et pour garantir des temps de travail et d'échanges collectifs suffisants, la possibilité de recourir au temps de travail sera d'une journée par semaine. Ce jour télétravaillé sera fixe et il sera décidé en concertation avec le responsable de service et, le cas échéant, avec le responsable du site d'accueil. Tout agent a la possibilité de candidater dès lors qu'il remplit les conditions suivantes, notamment les conditions relatives à la nature du métier qu'il exerce. Il faudra qu'il occupe un emploi permanent et l'agent devra avoir une ancienneté minimale de 6 mois contre 1 année jusqu'à présent au sein de notre collectivité. Le télétravail est donc ouvert à des activités compatibles avec un mode d'exercice à distance et qui ne gênent pas le fonctionnement du service public de rattachement de l'agent. Un contrat fixera les conditions d'exercice du télétravail. Un deuxième type de télétravail, c'est le télétravail conjoncturel pour répondre aux exigences des plans de continuité de l'activité en cas de crise majeure.
d'événements importants, d'inaccessibilité au site de travail, liés notamment à des conditions climatiques. Donc ce télétravail pourra faire l'objet d'une autorisation exceptionnelle. Alors comment sera mise en œuvre cette expérimentation? Donc une expérimentation sera lancée à compter de septembre 2019 pour une durée d'1 an, afin de s'assurer notamment de la possibilité de concilier les différentes formules RTT, les temps partiels, le télétravail sur tiers-site ou à domicile au sein d'un même service, sans que le fonctionnement du service ne s'en trouve affecté. Alors, il est estimé que 300 agents seraient potentiellement éligibles au télétravail, donc sans qu'on veuille limiter le nombre d'agents participant à cette expérimentation. Il apparaît cependant recommandé de limiter le nombre de télétravailleurs à 50% des agents relevant d'un même service. Alors, pour pouvoir réaliser un bilan, il est proposé un certain nombre de critères objectifs et quantifiables qui seront l'étude de l'impact sur la santé des télétravailleurs, l'étude de l'impact sur le pouvoir d'achat des agents, sur l'environnement, sur l'organisation des services et enfin un suivi concernant globalement la qualité de vie au travail. Voilà quel est l'objet de ce rapport qui est soumis à votre approbation. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions ? Peut-être d'un mot sur ce rapport qui nous a été présenté. Il est le fruit d'un très long travail qui a démarré avec une idée qu'on avait eue avec l'ex-DG à l'époque de pouvoir permettre à certains de nos agents de pouvoir travailler ou sur des sites dédiés ou à domicile. Donc je voudrais remercier quand même le service RH qui a beaucoup travaillé, le service de Malengonville, où il a fallu d'abord élaborer le projet, mettre les bases de ce projet sur un papier et le faire valider avec les syndicats. C'était ça a été un long travail de discussion, d'approche qui s'est bien passé. Et si vous voulez, il y avait plusieurs écueils qu'il fallait soulever. C'était faire comprendre à certains que certains pouvaient faire du télétravail et que d'autres ne pourraient jamais faire du télétravail. Un agent des routes ne pourra jamais faire du télétravail. Donc c'était faire comprendre que ce n'était pas une forme d'injustice, mais c'était que l'emploi de l'un et l'autre pouvait permettre de faire ou de ne pas faire. Et après, il fallait faire en sorte que ce télétravail soit possible dans des conditions, je dirais, acceptables et de sécurité informatique aussi, qui sont imposées. Et puis que, je dirais, l'homme et l'homme, on a toujours certains qui essayent de tirer malice, de pas que ça soit quelque chose qui se cumule avec certaines autres mises à disposition ou certaines, je dirais, temps partiels ou temps de réduction de travail qui sont accordés. Donc voilà, on y est arrivé. Je crois que c'est un beau projet. On était expérimental sur cette année. Je suis intimement convaincu que quelque chose qui va. Après, il fallait aussi prendre en compte ce que Christiane a soulevé, c'était les moments où les sites ne sont pas accessibles pour des raisons souvent climatiques. Mais nous, HDD, on a aussi la difficulté parfois où nos sites, on ne peut pas accéder. Quand il y a des déplacements ministériels lourds ou voire même présidentiels, on n'a plus accès à notre chez nous. Pardonnez-moi cette expression. Donc il faut qu'on puisse, je dirais, que les gens puissent travailler. Voilà, donc c'est un rapport, je dirais, intéressant. On est assez pionnier en France sur ce genre de choses. Je demanderai après au service com de reprendre le relais parce que c'est quelque chose qu'il faut peut-être proposer à d'autres collectivités de s'inspirer de ce qu'on a fait. Toutes ne pourront pas le faire. J'imagine que l'ex-commune de Saint-Laurent-de-Vaux ne pourra pas se permettre que son agent principal et unique puisse être en télétravail, mais après il y a peut-être d'autres lieux je dirais, de l'administration. Voilà, merci à vous tous et notamment merci au service de Malengonville, le service RH qui a beaucoup travaillé. Ça a été un travail quasiment d'1 an pour faire en sorte que ce rapport vous soit présenté aujourd'hui. Je le mets donc aux voix. Pas d'abstention, pas de vote contre, il est adopté à l'unanimité. Et toujours Madame Agara pour le RICEP. Oui, donc ce rapport a pour objet de présenter le nouveau régime indemnitaire, donc qui est proposé d'être appliqué aux agents du département. Alors, le régime indemnitaire, tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, dit RICEP, c'est le nouveau régime indemnitaire de référence
qui va remplacer et qui remplace au niveau de l'agent de l'État la plupart des primes et des indemnités, donc dans la fonction publique d'État. Il est transposable à la fonction publique territoriale et le passage au RICEP constitue aujourd'hui une opportunité pour redonner du sens au régime indemnitaire, valoriser l'exercice des fonctions et l'expérience acquise. Cela permet également de récupérer une relative souplesse et de valoriser de façon identique des niveaux de poste équivalents, de réduire certains écarts entre filières et enfin de simplifier le régime indemnitaire en intégrant au RIFSEP certaines indemnités qui sont actuellement versées en complément du régime indemnitaire de droit commun. Il faut également rappeler que depuis l'entrée en vigueur du RIFSEP, les primes et les indemnités servant de socle au versement de notre actuel régime indemnitaire deviennent dépourvues de base réglementaire. Par conséquent, il n'est plus possible de modifier les conditions d'attribution et les montants de notre régime indemnitaire. Cependant, l'ensemble des décrets ne sont pas à jour publiés. Nous serons amenés donc à faire cohabiter deux régimes indemnitaires, le régime indemnitaire actuel pour les cadres d'emploi non encore éligibles, ce sont notamment les cadres techniques, et le RIFSEP pour ceux dont les textes sont parus. Les premiers feront l'objet de délibérations complémentaires au fur et à mesure de la parution de textes qui leur seront applicables. Alors, plusieurs principes généraux sont posés pour mettre en œuvre le RIFSEP dans le département du Rhône. Tout d'abord, il est attribué aux agents stagiaires, titulaires et contractuels permanents et non permanents de droit public. Il est versé aux agents contractuels à compter d'1 an de présence continue dans les services départementaux ou dès le premier jour de leur contrat pour ceux qui bénéficient d'un contrat d'engagement d'1 an et plus. L'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise, dite IFSE, qui constitue la part principale du RIFSEP, fait l'objet d'un versement mensuel correspondant au montant socle défini par notre collectivité pour chaque groupe de fonctions. La mise en place du RIFSEP n'occasionne pas de baisse de régime indemnitaire pour les agents déjà présents dans la collectivité. Le montant de l'IFSE fait l'objet d'un réexamen en cas de changement d'emploi ou de fonction, tous les 4 ans en l'absence de changement de fonction et au vu de l'expérience professionnelle acquise par l'agent, et en cas de changement de cadre d'emploi à la suite d'une promotion ou de la réussite d'un concours. Quelles sont les modalités d'attribution donc de l'IFSE ? Son montant socle est déterminé dans la limite des textes applicables à la fonction publique et cela permet de valoriser le parcours professionnel des agents. Cette indemnité peut varier selon 3 critères professionnels: le niveau de responsabilité du poste, le niveau de technicité et les suggestions particulières au degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le RIFSEP est par principe exclusif de toute autre prime et indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir, et sur cette base, et dans un souci de simplification et de lisibilité de la part de l'IFSE remplace les différentes indemnités qui étaient mises en place, comme par exemple l'indemnité pour travaux dangereux. Quelles seront les modalités de versement de l'IFSE ? Eh bien, l'IFSE sera versé mensuellement. Il est proposé d'instaurer, dans la limite des textes applicables à la fonction publique d'État, à côté de cet IFSE, le complément indemnitaire annuel qui est le CIA. Cette composante du RIFSEP est une part facultative. Le montant individuel du CIA peut varier entre 0 et 100% du montant maximum prévu pour les corps de référence de l'État et son attribution est liée à l'engagement professionnel et à la manière de servir. Le versement du CIA sera annuel. Vous êtes donc invités à vous prononcer sur l'instauration au 1er juillet 2019 du RIFSEP dans les conditions et selon les modalités définies par le présent rapport,
Pour les agents éligibles au RICEP, sa mise en place entraîne l'abrogation des délibérations instaurant l'ensemble des primes et indemnités mises en place antérieurement, à l'exception de celles mentionnées dans le rapport comme étant cumulables. Voilà ce qui vous est proposé. Merci. C'est un rapport dont l'administration a le secret sur la complexité de la gestion des carrières, des payes, des avancées, des progressions. Pour le public, le département gère à peu près un petit 2000 agents, 1900 et quelques, et sur une quarantaine de métiers différents. Donc voilà, le personnel est quelque chose qui, à lui tout seul, a son service et qui nous occupe beaucoup. Sachant qu'aujourd'hui, le gouvernement est en train de changer tous les textes concernant les fonctions publiques territoriales, avec une petite malice de vouloir en faire plus qu'une. Ça, j'espère que ce ne sera pas ça, parce que c'est quand même pas tout à fait la même chose entre la fonction publique d'État et celle de la santé et celle des collectivités. Mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui ont la joie de participer à ce genre d'instance, il n'y aura plus qu'une seule instance. On revient à l'état d'origine, c'était CHCT, ce qui bien évidemment ne fait pas le bonheur des syndicats, mais qui pourra faire un peu plus de fluidité dans le temps d'acceptation de tel ou tel, je dirais, poste ou lieu de travail ou promotion. Voilà. Mais nous, on n'a rien demandé, les collectivités. C'est le gouvernement qui a demandé, M. Dussopt, avec à sa main la majorité qu'il a. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce sujet? S'il n'y a pas d'intervention, je mets donc ce dernier rapport de cette commission aux voix. Pas de votre compte, petit adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Le rapport 3.4 est retiré, puisqu'il était celui qui proposait des représentations extérieures, des représentations dans les organisations extérieures. Il n'y a pas de demande, il n'y a pas de changement. Donc le rapport 3.4 est retiré, vous n'en étiez même pas aperçu. Donc voilà. Donc nous passons au dernier rapport, la commission de Madame Jury examine les rapports de la commission patrimoine. Et c'est Didier Fournel qui va nous parler de route. Monsieur le Président, mes chers collègues, donc aujourd'hui nous avons validé 4 conventions, des aménagements de voirie avec maîtrise d'ouvrage délégué à des communes, avec récupération de TVA et un cofinancement du département à la hauteur de 127 938,20 €. Il s'agit des communes de Quincières-Beaujolais pour un aménagement de centre-bourg pour un montant de 33 494,20 €. La commune de Saint-Étienne-les-Ouillères, toujours par un aménagement de centre-port de 56 700 €. La commune de Pommiers pour un montant de 20 269 €. Et la commune de Saint-Symphorien-Secoise pour l'aménagement d'un plateau surélevé et une participation de 17 475 € du département. Voilà. Sur le restant du rapport, les petites communes, enfin les petits projets après. Non, c'est un résumé après. Hein. C'est un résumé, ouais. Mais peut-être des commentaires sur certains points particuliers. Vous avez beaucoup de maires qui sont derrière, monsieur le vice-président. Faites votre com. On va faire la com alors. Donc, à partir de la semaine prochaine, on va commencer sur le canton des aménagements, des réfections de voirie. Donc, j'ai signé pas plus tard que ce matin des interventions d'entreprises sur ce territoire. Donc, attendez-vous à avoir quelques routes qui vont être barrées dans les prochaines semaines. Et c'est pour le bien de tous, car une importante somme d'argent va être investie sur ce canton dans les prochaines semaines. Dans les cantons. Alors, la somme est de 815 328 €, monsieur le vice-président. On est d'accord. Ouais. C'est pour ça que je vous ai cité quand même à en parler. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport, qui est le dernier de notre séance? Madame la vice-présidente. Il y a la fin des travaux du réaménagement du rond-point des 7 chemins, qui est quand même à signaler, qui en fait vous avez raison, notre canton. Qui touche 3 cantons. Les 7 chemins vient à sa fin. On vous invite tous lundi soir, si vous voulez, pour une opération de bitumage, rabotage. Alors, on nous annonce la pluie, donc, mais vous êtes tous les bienvenus. C'est à 21h30, où là, on va bloquer le carrefour pendant plusieurs jours en soirée. On est dans les temps et il faut qu'on se dépêche pour faire en sorte que le pont de Givors soit définitivement fermé. Là, je vous prédis l'apocalypse sur les territoires du Rhône. Bien choisi la date des vacances, des départs pour fermer un pont qui est en fait la suite d'une structure autoroutière. Là, je ne sais pas qui est le haut fonctionnaire qui a décidé de ça, mais
il ne devait pas avoir un calendrier des départs en vacances sous ses yeux au moment où il a décidé de faire ses travaux. En tout cas, nous, ça nous a imposé un rythme soutenu pour faire les nôtres en amont. Monsieur le maire de Mornan, vous allez pouvoir poser... vous allez pouvoir faire la quête sur le bord. Et j'ai vu que Lyon menaçait de refaire aussi, puisqu'on est dans les discussions un peu sympathiques, refaire des péages. Alors, à ce petit jeu-là, s'il rentre là-dedans, je ne suis pas sûr qu'il serait gagnant avec le département. Voilà. Donc je mets donc ce rapport, qui est le dernier de notre séance publique, pas d'abstention, pas de vote contre, il est adopté à l'unanimité. Voilà, nous avons fini, on était sur une séance, je le reconnais un peu juste en termes de rapport, mais on a un facteur temporiste qui nous oblige à passer des rapports pour faire en sorte qu'ils soient applicables. La prochaine séance sera elle aussi décentralisée. Nous irons à Besnay le 28 juin. Vous voyez que votre canton est traité comme les autres, monsieur le conseiller départemental du canton de l'Arbrel et madame. Donc, vous avez choisi le lieu, vous avez choisi la date et on sera heureux de se transporter dans la capitale de la cerise. Voilà. Vous vouliez peut-être ajouter une petite taquinerie, je vous en prie. Oui, une petite taquinerie, bien sûr. Une petite remarque. Je crois que Saint-Clément-les-Places, c'est sur mon autre canton. Et on est surpris de ne pas avoir été ni informé, C'était à la demande du préfet. Visite privée. Ok. Visite privée. J'ai rien dit. Est-ce qu'on peut poser une question? Mais je vous en prie, parce qu'on n'a pas tout à fait fini, j'allais me dépêcher à clôturer pour vous proposer de ce préfet, mais posez votre question. Oui, c'était par rapport au texte qui a été adopté en première lecture à l'Assemblée le 7 mai. Oui. Concernant je suis plus parlementaire. Hein. Comment? Vous savez que je ne suis plus parlementaire. Oui, certes. Et que j'ai souhaité ne plus l'être. Certes. Et quand je vois le spectacle, je pense que j'ai bien fait. Alors, ça concerne la proposition de loi visant à renforcer l'accompagnement des jeunes majeurs confiés à l'ASE. À l'origine, le texte prévoyait que les départements auraient la charge des enfants placés à l'ASE jusqu'à l'âge de 21 ans, contre 18 aujourd'hui par le biais du contrat jeune majeur. Cet objectif était d'éviter les sorties sèches et il était exceptionnellement partagé par l'opposition politique et par les associations. Or, l'article 1 voté a mis de telles restrictions qu'elles ont vidé le texte de loi de sa substance. Création d'un nouveau contrat d'accès à l'autonomie accessible si le jeune en fait la demande et qui, semble-t-il, vient en doublon du contrat jeune majeur. Et puis, surtout, la nécessité pour le jeune d'avoir été pris en charge par les services de l'ASE au moins 18 mois dans les 24 mois précédant ses 18 ans. 32 départements sur 96 ont réduit le nombre, voire ont mis fin à la signature de contrats jeunes majeurs. Donc on aimerait savoir si vous pouviez nous donner l'état de la situation pour notre département et indiquer à l'Assemblée le positionnement de l'exécutif sur ce dossier important dans le cadre de la politique solidarité. Merci. Ce que je vous proposerais, c'est qu'on fasse une réunion avec M. Goucher qui est vraiment dans sa délégation, enfin, qui est le directeur du service du pôle social. Ce que je peux vous dire, c'est que dans le département, nous en avons à peu près 140 de jeunes qui relèvent de cette... L'idée du législateur, enfin sur proposition du gouvernement, c'était de sortir les MENA de ce dispositif. Je ne pense pas que pour le département du Rhône, ça change grand-chose. Je ne pense pas que ça change grand-chose. Des contrats jeunes majeurs, on en signe, j'en signe, il y en a sur les territoires. On est plutôt un département où les choses se passent bien, avec mise à disposition de logements. Voilà, je crois que la grande inquiétude des MENA, c'est qu'est-ce que je vais faire après 18 ans, puisque la loi nous impose, puisque c'est la protection des mineurs qu'on a en charge de tous les départements de France, et on accompagne des jeunes majeurs. Donc pour nous, me semble-t-il, ça ne changera rien, et il est hors de question de laisser à la rue des jeunes qui relèveraient de notre compétence et de notre, je dirais, possibilité d'accueil. Ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les familles d'accueil qui pourront aussi continuer après. Voilà. Moi, je ne suis pas inquiet, mais cette question, elle relève plutôt du législateur. Donc, si vous ne la connaissez pas, moi, je vous donnerai l'adresse de celui qui est parlementaire sur cette circonscription et que vous pourrez légitimement interroger, d'abord savoir ce qu'il a fait. Bon, ça c'est autre chose sur ce texte.
Et puis après, si vos inquiétudes, il peut apporter réponse. Mais moi, je suis intimement convaincu que pour le département du Rhône, ça ne change rien. Et on s'est toujours conduit d'une façon, je dirais, correcte, humaine, avec tous les jeunes qui sont sur nos territoires, qu'ils soient mineurs ou qu'ils soient majeurs. Là où on est parfois un peu en tension, c'est quand on a des jeunes qui c'est ce qu'on soulignait hier avec le préfet, et qui ne veulent pas rentrer dans les lois de la République. Sur les 240, on en a une dizaine qui sont un peu en tension, qu'on fait en sorte de sortir à chaque fois du lieu. On a aussi quelques jeunes qui sont radicalisés. Là, il faut faire très attention. Il faut les isoler, il faut les sortir pour faire en sorte que la progression ne soit pas, parte pas chez d'autres. Mais on a des jeunes hier qui nous disaient merci de ce qu'on fait. Et aucun jeune, contrairement à la métropole dans le Rhône, sont laissés. Aujourd'hui, on fait les évaluations en 2 jours. À la métropole, c'est 7, 8, 10, 12 jours d'attente pour avoir l'évaluation. Et à partir du moment où ils sont évalués mineurs à Chaponneau, ils sont immédiatement pris en charge et ils ne ressortent plus. La difficulté qu'on avait il y a quelques mois avec l'éducation nationale, c'était pour la scolarisation. C'est en train de s'estomper parce que l'éducation nationale a eu exactement le même problème que nous. Un afflux d'un seul coup depuis 1 an, où l'entrée par l'Italie s'est réduite et maintenant c'est l'entrée par l'Espagne. Ce qu'il faut quand même, assez cocasse quand même, c'est quand ils arrivent en Espagne, pour l'Espagne ils sont forcément majeurs, mais qu'il y a un microclimat dans les Pyrénées, quand ils passent les Pyrénées ils sont forcément mineurs. Bon, comme quoi si un jour on pouvait harmoniser les polices européennes, ça serait pas mal. Peut-être que sur les 34 listes, certains pourraient, futurs députés européens, se pencher sur ce problème. Ça arrangerait bien, je dirais, le territoire français. Mais que ce soit l'ensemble des départements, on fait ce que la loi nous impose. C'est juste 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros pour l'ensemble des départements. Un MNA, c'est 50 000 euros. 50 000 euros pour le département du Rhône. Quand nous sommes arrivés, ça vous le voyez tous dans la conception du budget, nous étions à 3 millions d'euros. Et aujourd'hui, on a budgété plus de 10 millions d'euros pour faire en sorte que notre mission soit la mission la plus en adéquation à ce que nous demandent ces jeunes. Sachant que sur le territoire du Rhône, et ça je parle sous le couvert du maire de Villefranche, on a aussi des MNA qui ne sont pas à nous, entre guillemets, qui sont des MNA qui viennent de la métropole, qui les logent parfois sur les territoires. On en a aussi à Genasse, et qui sont aussi, donc qui fait parfois une confusion dans l'opinion publique, il y en a trop, mais on découvre nous qu'ils ne sont pas les nôtres, donc et nous les nôtres, à part Tizi qui va se régler cette semaine, ils ne sont pas à l'hôtel. Ils ne sont pas à l'hôtel. On a 16 MNA qui étaient historiquement à Tizi, qu'on va sortir parce que ce sont ces jeunes qui ont pris une forme d'indépendance et qui refusent même d'être scolarisés. Donc ça, je suis désolé. On a vu avec le procureur de la République, on va les réintégrer dans une structure à la structure de Saint-Clément-les-Places pour qu'ils puissent être scolarisés. Parce que pourquoi ils ne veulent pas aller à Saint-Clément-les-Places? Parce qu'il n'y a pas la télévision dans toutes les chambres. Bon, c'est un peu juste comme argument. Si on veut leur donner un métier, leur reprendre quelque chose, on est en train de finaliser l'accord avec les MFR. Les MFR sur les territoires qui sont en capacité de faire de la formation dans les bâtiments, notamment sur des métiers en tension. Et ce qui fait que le département du Rhône aujourd'hui est plutôt un département qui est regardé comme un endroit, je dirais. Alors il ne faut pas le dire trop fort, parce que ça ne suscite pas un faisceau de gens qui voudraient venir, parce que l'Eldorado est meilleur ici qu'ailleurs. C'est comme ça. Mais on transmettra votre question aux parlementaires du territoire et pourront certainement aller très légitimement vous apporter une réponse. Avant de nous séparer, Daniel Julien veut présenter un vœu qu'on a fait distribuer sur les tables. Je reviendrai dans le commentaire après. Daniel, vous avez la parole. Eh bien, merci, Monsieur le Président, d'avoir pu mettre en cette fin de séance ce vœu à l'avis de nos collègues. Donc tout simplement pour rappeler que les services publics, tout le monde déplore leur réduction sur les territoires ruraux, et on pourrait penser que la baisse de ces services publics va être limitée dorénavant, et pourtant la Poste continue son travail de réorganisation, qui consiste tout simplement à transférer soit des commerçants, soit aux communes, la gestion d'une agence postale communale au lieu d'un bureau de poste classique.
Alors c'est vrai que ce travail s'est fait pendant des années sur des communes où le nombre d'usagers était relativement restreint et les communes y trouvaient leur compte dans la mesure où les 1038 € que la Poste donne uniformément à l'ensemble des communes sur le territoire par mois pour compenser ce travail pouvaient être intéressants pour des communes qui trouvaient le moyen d'avoir un mi-temps complémentaire dans leur mairie et puis du coup augmenter le service à ses concitoyens. Sauf qu'aujourd'hui, la démarche intervient dans des communes de 4, 5, 6 000 habitants, et puis je pense qu'elle va aller au-delà. Et donc, on arrive devant un problème, c'est que la compensation apportée par la Poste n'est pas du tout en adéquation avec les frais que l'agence postale peut engendrer. Les volumes de colis, par exemple, font que on ne peut pas forcément installer ce service dans une mairie. Et donc, le but de ce vœu, c'est tout simplement de rappeler que la Poste a quand même les moyens de compenser au moins à la bonne hauteur, puisqu'elle dégage un résultat important au niveau national, qu'en partie c'est une banque, qu'elle prend prétexte pour cette organisation de la diminution du nombre de plis, alors qu'à côté de ça, les colis progressent, etc. Donc c'est qu'une partie de son métier qui diminue. Et donc les communes n'ont pas forcément les moyens aussi réglementaires de faire vivre tous les services de la Poste. Par exemple, en matière bancaire, les communes n'ont pas le moyen de distribuer autant d'argent qu'un bureau de poste. Donc on réduit quand même aussi le service auprès des usagers. Donc c'est vrai que la population augmente dans notre commune, mais au bout du compte, hormis le département, à travers les maisons du département, les services publics, eux, reculent. Donc il y a quelque chose d'un peu illogique. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous remercie du soutien que vous apporterez à ce vœu, qu'on puisse transmettre aux différentes structures qui sont concernées par la réorganisation de la Poste. Merci. Alors, peut-être que certains collègues voudront réagir. Ce que je peux dire, moi, c'est que plusieurs maires du département nous ont sollicité sur des problématiques qui sont identiques. Dans notre propre canton, je parle sous le contrôle du maire de Grézieux-la-Varenne, nous avons exactement la même difficulté. J'ai même vu qu'il y avait un rassemblement qui était prévu dans les prochains jours, monsieur le maire, qui orne le rond-point du département. On va accepter votre panneau pendant quelques jours sur ce rond-point qui transgresse à toutes les règles de sécurité des départements, mais c'est pour la bonne cause, on va dire. En tout cas, on vous apporte tous nos soutiens. Là, peut-être la seule chose que je demanderais de rectifier dans ce vœu, c'est d'enlever la formule « je » par nous, parce que ça sera un vœu qui sera, j'ose espérer, voté par l'ensemble des collègues conseillers départementaux, mais sur le fond, moi je suis complètement d'accord. On voit aujourd'hui un désengagement, je dirais, de l'État sur la partie rurale, et il ne vous a pas échappé que depuis quelques mois, de nombreux mois, une partie de la France rurale s'interroge sur son devenir et sur la façon dont les Parisiens voient ce qu'est le restant du territoire. On a un vrai désengagement de l'État sur les finances, sur le maintien des services publics, et de plus en plus on fait appel à la collectivité pour s'y substituer. Nombre de je dirais, de services sont à la main, je dirais aujourd'hui, des collectivités. Pardonnez-moi, mais les déserts médicaux, ça relève de l'État. Qui est-ce qui forme les médecins? Qui est-ce qui leur donne un diplôme? Qui est-ce qui donne le numéro clausus? Qui est-ce qui les paye? Voilà, ça revient, je dirais, c'est l'argent. Donc les médecins, c'est aussi la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un vrai désengagement de l'État sur l'ensemble des territoires ruraux. Et ça fait partie des malaises que certains Français ont exprimés à leur façon. Toujours est-il que sur ce dossier, je suis le maire de Vaugneray, et je suis aussi inquiet pour votre poste. Donc un jour ou l'autre, on vous proposera une modification des horaires, même si les agents qui sont dedans sont des agents extrêmement dévoués. C'est là où je vais chercher mes recommandés. Voilà, donc soutien intégral de la part de l'exécutif, mais j'imagine que l'ensemble de mes collègues apporteront leur voix à ce vœu. J'ai vu que vous avez fait une liste de redestinataires. Espérons qu'ils vous apportent réponse et, j'ose espérer, solution.
Pour certains qui sont cités, je suis un peu inquiet. Quand je les sollicite en tant que président, ils ne répondent pas. Pourtant, ils ont été élus pour donner ou répondre, aux administrés. Encore que, il y en a même qui organisent sur le territoire du département des réunions qui concernent les compétences du département sans inviter les conseillers départementaux. Ceux qui ont voté pour lui, vous pourrez leur dire. Voilà, c'est ce nouveau monde qui est un peu particulier. Moi, j'ai eu le tort d'être dans l'ancien monde, mais on ne traitait pas les élus comme on les traite maintenant, actuellement. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Monsieur le Président du groupe... Mais simplement, bien évidemment, je m'associe à ce vœu. Il manque dans la liste, il manque les sénateurs. Et je crois que le plus attaché au territoire, ce sont bien les sénateurs, quoi. Donc, Alors, on va changer, on mettra mesdames et messieurs les parlementaires du Rhône. Voilà. Vous avez voulu faire remarquer qu'il y en avait qui travaillaient plus que d'autres. Bon. Alors, avec cette autre modification, je vous propose de mettre ce vœu aux voix. Il est adopté, j'imagine, à l'unanimité. Il sera transmis avec les modifications qui ont été faites sur la destinée et puis le jeu qui sera transformé en un nous. Merci Daniel d'avoir eu cette idée pour laquelle on t'apporte tout notre soutien et qu'on apporte aussi tout notre soutien aux maires qui sont dans cette difficulté. Voilà. Donc nous en avons vraiment fini avec les dossiers à l'ordre du jour. Donc je vous rappelle, la prochaine séance, c'est le 28 juin à Besnay. Et après ces visites sur les territoires, nous reviendrons en centrale les 11 octobre et 29 novembre jusqu'à la fin de l'année à HDD. Monsieur le maire de Vaugneray souhaite encore prendre la parole. Je vois que la presse était prête à partir au buffet. Dépêchez-vous, monsieur le maire. Non, c'est très rapide. C'est juste pour proposer au président donc, de signer le livre d'or de la commune. Ah bah. Alors, c'est pas parce que c'est la première fois qu'il passe sur cette commune. Je crois que je l'ai déjà signé. Il y a habité, il a été conseiller municipal de notre commune, il a été le député de la circonscription, donc il connaît très bien. Mais c'est juste pour marquer la date de la séance publique du conseil départemental à Vaugneray. Merci. Et il fut un temps, on y a fait des grandes réunions. On y a même amené le président de l'Assemblée nationale ici et plusieurs ministres sont passés dans ce lieu magnifique, de mémoire au moins 3 ou 4, et notamment le dernier qui était venu, c'était le ministre des Anciens Combattants, ici à Vaugneray, pour faire l'Assemblée générale de la FNACA départementale. Voilà. Merci à vous tous. Si pas d'intervention des derniers collègues, je lève la séance et vous donne rendez-vous le 28 juin à Besnay, dans le canton de l'Arbrel, ce qui laissera un mois à nos deux collègues pour préparer leur intervention de bienvenue. C'est l'affineur, non ? C'est ça, il s'appelle, non ? Ouais.